Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans une nouvelle semaine. Bienvenue sur Prime News Télévision. Aujourd'hui, on décrypte de façon spéciale l'actualité toujours relative à ce dossier de Steve Amosu qui a connu un nouveau rebondissement depuis Lomé, la capitale togolaise. On a su dans l'après-midi de ce dimanche communiqué du procureur de la République, du procureur de Lomé sur la question. Du coup, les avis divergent quant à la procédure normale adoptée dans un tel dossier pour décrypter de façon spéciale un tel sujet. J'ai convié en plateau un juriste pour analyser la question. Julio Tometti, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation et de vous prêter justement à l'analyse de ce sujet aussi sensible que délicat. Je rappelle que vous êtes juriste, vous êtes analyste politique aussi. Merci une fois encore d'être là. C'est moi, je salue tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, on a suivi un peu, comme vous, je présume, le communiqué du procureur de Lomé, lu par les journalistes togolais sur la télévision nationale, justement en début et en fin de journal. Déjà, on s'attendait à avoir des réactions officielles de part et d'autre, soit du Bénin, soit du Togo. Comment analysez-vous déjà dans la forme ce communiqué? Est-ce que vous l'avez suivi? Est-ce que vous l'avez lu par endroit? Comment analysez-vous la forme de ce communiqué déjà? Eh bien, comme vous le dites si bien, les voix officielles Ouais, étaient attendues, que ce ouais. soit du côté du Bénin que du Togo. Heureusement, celle togolaise, comment dire, s'est fait entendre hier. Ouais. Et du, comment dire, du parquet et du tribunal de grande instance de Lomé. Et Ouais. donc, ce qui a lieu de retenir, c'est que les autorités judiciaires togolaises, d'abord dans un premier temps, ont voulu se dédouaner, non, en fait, ne pas donner caution à ce qui s'est passé parce qu'on se demandait toujours est-ce que peut-être ça a été une coopération policière, en fait, l'opération qui avait été menée, puisque on n'avait que la voix des proches de, comment dire, de Steve Amosu qui serait le frère Ronvé d'une certaine façon. Donc, les voix officielles étaient attendues. Donc, nous Ouais. sommes au moins situés aujourd'hui de ce que et il n'y a pas eu en fait une coopération policière ou judiciaire du côté de Lomé. Maintenant, quant à la forme, s'il n'y a pas une coopération, ça veut dire d'une manière ou d'une autre, en droit international, il y a eu violation en fait de l'espace terrestre togolais et par ricochet en fait la commission d'une infraction, comme ça a été dit dans le communiqué, en fait c'est l'infraction d'enlèvement et de séquestration. D'accord. Alors, je voudrais, si vous le permettez, qu'on y aille dans le fond, qu'on écume un peu charpente par charpente quelques aspects non moins essentiels de ce communiqué du procureur de Lomé. Alors, il a dit ceci, le procureur de la République a émis un mandat d'arrêt international contre les 4 ravisseurs du chroniqueur. Le mandat est émis suite à une enquête préliminaire menée par le service de recherche et d'investigation criminelle. Déjà sur les mots, puisque les mots nous intéressent ici, quand on dit contre les 4 ravisseurs du chroniqueur, ça dit que selon le parquet de Lomé, il n'y a pas de doute. Steve Amosu, c'est celui qui fait les chroniques et c'est lui le frère Rouvi. Est-ce qu'on peut tirer une telle conclusion? Non, vous savez que du côté béninois, la conclusion était déjà presque palpable. Maintenant, ça reste en fait les jeux de procédure ou de défense pour peut-être se tirer d'affaire qu'on peut arguer de tel ou tel argument. Argument que le parquet et le tribunal auront la charge en fait de, comment dire, de triturer pour aboutir à une décision. Et donc, c'est comme si, comme vous le dites si bien, en voyant les mots, le parquet de Lomé serait en train de confirmer que Steve Amosu, qui est en détention ici au Bénin actuellement, est notre chroniqueur qui n'est autre que le frère Onvi. Maintenant, est-ce que cela engage pour autant l'inculper d'une certaine façon? On peut dire non. Vous savez que même ici, il y a même dans le collège de sa défense des gens qui avaient, au mépris peut-être
peut-être de certaines communications qu'il y aurait eu entre eux. Bon, tôt fait de dire en fait qu'il était allé voir dans un premier temps le frère Rouvi. Après, lui-même est revenu dire que l'intéressé ne se reconnaît pas comme étant le frère Rouvi et que lui n'est que Steve Amonsou et mais qui partage fondamentalement les convictions de ce dernier. Et donc, le parquet de Lomé a dit ça, mais ça n'engage pas pour autant en fait l'intéressé. Ce qui intéresse en fait le parquet de Lomé aujourd'hui, c'est en fait les infractions qui ont été commises sur son sol et la qualification qu'il requiert de donner en fait à ceux qui auraient commis ces infractions-là. Et donc, le fait d'utiliser les expressions comme ravisseur ou autre, je pense que ça reste en fait dans comment dire, le vocabulaire propre en fait à l'infraction qui a été commise. Parce que en fait, s'il y a enlèvement, donc il y a donc de ravisseur, il n'y a pas en fait de autre mot en fait trouvé pour qualifier ce qui a été fait. Maintenant, la question se pose de savoir, au-delà du contenu du communiqué, en tenant compte, puisque en fait ce n'est pas qu'on a émis des mandats contre eux, c'est pas qu'on recherche encore les intéressés. Les intéressés ont été identifiés. Donc c'est pourquoi je vais mettre l'accent sur deux éléments. Le premier élément, c'est que le parquet de Lomé sait aujourd'hui, et c'est une vérité, que l'intéressé est aujourd'hui entre les mains de la justice béninoise. Donc, il n'y a plus la question de séquestration d'une certaine façon. Donc, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y a eu implication des autorités judiciaires béninoises. Deuxième élément, il y a le nom de l'un de ceux qui ont été cités et qui se fait que ceux-là, comment s'appelle, Wanilo Bedegan Fagla, qui est une autorité, d'accord, administrative béninoise. C'est le directeur du Centre national d'investigation numérique. Donc, pour dire, le directeur du Centre national d'investigation numérique, c'est la transformation de l'Est au CRC, l'Office central de répression de la cybercriminalité. Et donc, c'est une haute autorité en matière sécuritaire au Bénin. À partir de ce moment, je me demande, est-ce que la position togolaise n'aurait pas été mieux orientée pour aboutir à davantage en fait de résultats. C'est-à-dire que il y a les Togolais avaient deux voies, soit la voie judiciaire telle qu'ils l'ont pris, c'est-à-dire la constatation d'infractions ayant eu lieu sur le territoire et la recherche des personnes impliquées. La deuxième voie, étant donné que ça implique en fait un autre État et qui, du plus, ceux qui ont été identifiés, l'un a été identifié comme patron d'une structure non moindre en fait du Bénin, est-ce que la voie diplomatique n'aurait pas donner plus de résultats et qui permet davantage de comprendre en fait ce qui s'est véritablement passé. Encore que nous sommes en fait dans un même espace communautaire, nous sommes deux pays transfrontaliers et tous avec tout ce que nous partageons, et je pense en fait dans beaucoup de cas il y a eu en fait quelles que soient peut-être les dissensions que les États peuvent avoir à un moment donné ou les personnes peuvent avoir à un moment donné entre eux, il y a en fait un certain nombre de dispositifs d'une certaine façon qui permet en fait la collaboration, que ce soit policière ou judiciaire. Parce que ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on dit qu'on a émis un mandat d'arrêt international, permettez-moi de le dire comme ça, ceux qui ont été cités, si le mandat d'arrêt doit avoir effet, d'accord, étant donné que les personnes sont aujourd'hui sur le sol béninois, sont béninois, il faut la coopération du Bénin pour que, en fait, pour donner effet véritablement à ce mandat d'arrêt. Et donc, si on l'a pris ainsi, comment en fait les autorités togolaises ou les autorités judiciaires togolaises espèrent d'une certaine façon voir en fait leur mandat produire les effets du droit si en fait on n'établit pas en fait cette collaboration, ce lien en fait, cette coopération judiciaire, ou bien si on ne tente pas de le maintenir. Pour même dire plus loin, si par le fait du Bénin, je ne dis même pas Bénin parce que le communiqué a été très prudent, en n'indexant pas les autorités béninoises. Ce n'est que des individus qui ont été identifiés d'une certaine façon. Mais aller en fait un peu plus loin, on peut voir véritablement en fait la main béninoise, comme je viens de vous le citer, deux éléments en fait qui postulent. L'un est une autorité d'une structure très importante, et l'autre chose c'est que l'intéressé dont il est question, le frère Rouvi ou Steve Amonsou, est aujourd'hui
dans les mains des autorités judiciaires béninoises. Donc, à partir de ce moment-là, on peut établir en fait la coopération autrement que cela a été fait. Ça permettra davantage de comprendre en fait ce qui s'est passé et que si éventuellement ce qui a été fait a échappé même aux autorités judiciaires béninoises en termes de procédure ou bien de vice de procédure, ça sera le moment de le constater. S'il y a en fait des arbitrages à faire au niveau diplomatique, ce sera aussi le moment de pouvoir le faire, toujours pour en fait maintenir, puisque vous savez, ce n'est pas que c'est peut-être aujourd'hui le Bénin qui a besoin, peut-être qui, comment dire, de cette façon, qui a intenté ou bien qui a ouvert en fait une instruction judiciaire envers des compatriotes. Ça peut être pour tout pays. C'est pourquoi au plan international, il y a la Convention des Nations Unies pour la coopération judiciaire en matière comment dire, de criminalité transfrontalière qui, depuis 2020, qui organise la manière dont, d'accord, lorsqu'il y a commission d'infraction sur un territoire et que peut-être les auteurs se retrouveraient sur nos territoires, comment faire? Quel est le mécanisme judiciaire d'une certaine façon pour voir ramener l'intéressé et le voir juger ou bien peut-être, comment dire, oui, le faire appliquer simplement les règles de droit en matière procédurale. Si ça n'a pas eu cours, je pense aujourd'hui que véritablement la partie togolaise à mieux orienter en fait son action, parce que ce qu'il y a à craindre pour comment dire dans cette affaire là, c'est que cet appel, ce communiqué reste une lettre morte, c'est-à-dire que ça n'est plus une autre suite en fait que ce qui a été. Ça aura permis. On peut attendre une réaction de la partie béninoise. Ce qui est à espérer aujourd'hui, c'est une réaction de la partie béninoise. Et maintenant, c'est d'ailleurs le plus important parce que, en fait, comme je disais tantôt, n'eût été la présence dans cette liste-là du directeur du Centre national d'investigation numérique, rien n'aurait en fait concerné en fait les autorités politiques ou judiciaires béninoises. Mais à partir du moment où il y a, c'est comme si on dit peut-être qu'un ministre est impliqué dans une telle affaire, ça veut dire que ça interpelle directement en fait le Bénin à travers l'exécutif. Et donc, ce qui est à espérer, c'est que les heures à venir ou les jours à venir, que en fait les autorités politiques béninoises sortent et situent l'opinion nationale et peut-être régionale par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui c'est une affaire qui dépasse les frontières. Les frontières déjà, d'accord. Merci beaucoup pour ce pan d'analyse, raison pour laquelle vous êtes d'ailleurs ici en plateau pour éclairer notre lanterne sur la question. On dit quand même qu'il y a 4 Béninois qui sont entrés en territoire togolais selon le communiqué depuis le 10 août 2024. On dit aussi justement qu'il y a 3 d'entre elles qui ont été identifiées, vous le disiez tantôt. Il y a M. Wanilo Fagla Mendegan, directeur du Centre national d'investigation numérique, c'est Céline. Et puis il y a Jérôme Bagidi, alias Jojo, membre du staff managérial du chanteur Vano Baby. Et puis Ganaro Jimmy, athlète des arts martiaux. Comme par hasard, c'est quand même des noms qui ne sont pas si inconnus du public béninois, en tout cas, que ce soit dans tel ou tel domaine. Est-ce que c'est une coïncidence selon vous? Bon, ça peut être une coïncidence parce que à l'analyse, au regard des informations qui pullulent depuis hier, il y a un lien entre ces 3 personnes-là. En fait, ils ont une même passion, si l'on peut dire, qui est comment dire, les arts martiaux, comme on l'a appelé MMA, d'une certaine façon. Donc, ils partagent le même espace sportif, donc forcément, en fait, des amitiés ont pu se créer d'une certaine façon. Et bon, ça, ce qui est dit jusque-là, jusqu'à souhaiter nommément, ça reste en fait la voix des autorités judiciaires togolaises. Est-ce que ça a été exactement comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas erreur sur la personne, comme nous sommes en train de le dire ici, par exemple? C'est pourquoi, comme je disais comme tantôt, en fait, les voies diplomatiques sont les mieux, en fait, bon, en cette matière-là, pour permettre véritablement de situer, de savoir véritablement de qui l'on parle. Sinon, véritablement, il y a un lien, parce que les 3, comme je disais tantôt, partagent une même passion sportive. Vous savez que l'intéressé, même le directeur du Céline, même, c'est
un coach, il est même l'instigateur de ceux qui travaillent à faire promouvoir en fait cette discipline sportive dans notre pays. Parce que de son histoire, depuis le bas âge, il a été un athlète de très haut niveau en cette matière-là. Mais comment dire, son agilité aussi en matière de leadership peut-être administratif, c'est-à-dire qu'il le met aujourd'hui en position par rapport aux outils du numérique tout à fait de lui. Donc, ouais, c'est un personnage, comment dire, quelque peu. En fait, les deux peuvent se joindre d'une certaine façon. Vous savez, c'est le directeur du CENI. Le CENI, c'est le Centre des investigations numériques. Et on ne peut pas avoir identifié à un moment donné comment dire, le chroniqueur frère Rouvi ou Steve Amousou sans quand que ça n'a été en fait la mise en branle des mécanismes propres au CENI, des mécanismes d'investissement numérique aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, vous voyez, en fait, les chefs d'inculpation ont été tirés exclusivement du code numérique. Et donc, la recherche de ces infractions-là, c'est du ressort en fait, de ce centre dont il est le directeur. Ceux qui sont, comment dire, les supposés ravisseurs, l'intéressé aurait été des ravisseurs. C'est pourquoi je dis, bon, ça peut être vrai, ça peut être faux. C'est pourquoi je suis tenté d'épouser, comment dire, un avis que nous avons écouté peut-être dans la journée, de ce que il est presque improbable, en fait, qu'un responsable qui a une telle responsabilité puisse d'accord, agir de la sorte. Si même il en avait l'intention, ça ne peut pas être en fait lui-même se déplacer. C'est comme si, excusez-moi de le dire, c'est comme si c'est le directeur de la police lui-même, par exemple, dans une procédure normale, d'accord, qui va chercher un délinquant dans un coin reculé, d'accord, par exemple. Ça sonne presque improbable d'une certaine façon. Et donc, c'est pourquoi ça nous laisse encore des questions que seule, en fait, aujourd'hui, la voix des autorités politiques ou judiciaires béninoises pourrait éclairer. D'accord. Alors, on a cité aussi dans le communiqué une esthéticienne de nationalité béninoise établie à Lomé et un conducteur de taxi de nationalité togolaise qui serait aussi impliqué dans le dossier selon le procureur de Lomé. Les deux ont été écoutés par le parquet de Lomé puis placés sous mandat de dépôt depuis le 23 août 2024. Alors, on dit par la suite qu'ils sont poursuivis pour complicité des faits d'enlèvement ou séquestration au sens des articles 283 et 284 du nouveau code pénal au Togo. Quel serait le sort qui sera réservé à ces deux-là? Comment dire, le parquet va continuer dans la recherche des preuves pour leur inculpation, en même temps que de rechercher les supposés ravisseurs. Mais vous savez, il y a, comment dire, on n'a pas forcément besoin de ces ravisseurs-là, qu'on les ait ou pas. Ces personnes peuvent peut-être, comment dire, seront sans doute être jugées, à moins que, en fait, l'infraction principale tombe. Si l'infraction principale, en ce qui concerne les ravisseurs, tombe, puisque en matière pénale, le complice sur la criminalité de l'auteur principal. Encore qu'on peut juger l'auteur principal sans même l'avoir retrouvé ou bien sans même avoir mis la main sur eux. Aujourd'hui, ce qu'il est question, on n'a pas de complicité. Pour que ce soit véritablement établi, il faut la présence en fait des supposés ravisseurs. Donc ceux-ci, comme je disais tantôt, ils vont bénéficier d'un procès que j'espère juste et équitable. Et s'ils ont en fait une bonne défense, ils pourront s'en sortir. Parce que en fait, la complicité dans cette matière-là, ça peut être à divers niveaux, ça peut être à divers degrés. Vous pouvez simplement, monsieur Sanissa, fournir une information, d'accord, à quelqu'un. Quelqu'un vous demande par exemple la voie pour aller chez telle personne. Vous aurez pu fournir une telle information sans savoir en fait l'usage que l'intéressé veut en faire. Donc, il revient en fait dans le cadre d'une procédure régulière que la vérité soit établie. Et j'ai bon espoir en fait si ces personnes-là, notamment notre compatriote qui serait entre les mains de la justice, qui est établie au Togo et qui serait entre les mains de la justice togolaise,
s'il a une bonne défense, il pourrait s'en tirer, si tant est que, en fait, le droit reste le droit. Bon, au-delà de ça, les implications politiques ou diplomatiques... Oui, je voudrais qu'on en parle tout à l'heure, mais avant, il y a que, selon un article lu, on dit que pour la justice togolaise, l'enlèvement de Steve Amoussou est une violation flagrante du droit international et des règles en matière de coopération pénale internationale. Qu'en est-il? Oui, je l'ai dit tantôt en évoquant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transfrontalière, qui amène, il faut le dire, hein, pour dire ça c'est pas parce que vous avez commis une infraction ici, d'accord, et que vous traversez les frontières béninoises, que c'est vrai que la police béninoise ne peut plus continuer à aller vous chercher en fait en terre togolaise, mais avec cet instrument-là et comment dire, éventuellement les traités et accords bilatéraux, avec la coopération judiciaire et policière, on peut aller vous chercher dans quel état que vous vous trouvez, si tant est que cet état-là partage d'une certaine façon en fait est parti à cette convention. Donc de ce point de vue, si en méconnaissance en fait de cette convention et des règles en matière comment dire, de coopération internationale, je ne veux pas dire peut-être le Bénin, les individus soit allés sur un territoire étranger pour aller commettre ce forfait-là, c'est une violation du droit international. Maintenant, c'est une violation du droit international si il y a en fait la coopération du Bénin. Si c'est que c'est le Bénin, s'il est établi, d'accord, que c'est les autorités policières ou judiciaires qui ont envoyé ces personnes-là aller commettre ce forfait, ce sera en fait une violation du droit international en matière de terrorisme, une violation de l'espace territorial togolais. Maintenant, si c'est des individus, d'accord, qui sont allés, comme on est en train, comme le parquet est en train de dire, pourquoi il y a en fait une contradiction qu'il faut d'une certaine façon noter. Lorsque ce n'est pas le Bénin qui est impliqué et que ce sont des individus identifiés qui ont commis l'infraction, si vous allez commettre une infraction au Togo, le droit international en cette matière n'a rien à y voir, d'accord? C'est un citoyen d'un pays qui est venu commettre une infraction. Il n'y a aucune violation en l'espèce, c'est-à-dire on va vous appliquer simplement le droit pénal togolais parce que l'infraction a été commise sur le sol togolais d'une certaine façon. Maintenant, s'il est établi que ces individus ont agi, d'accord, sous le sceau du Bénin ou ayant été dans une quelconque mission, d'accord, pour le compte du Bénin en termes d'opérationnalisation de la page judiciaire, là, nous sommes en matière de violation. Mais le communiqué du parquet de Lomé n'a à aucun moment indexé formellement le Bénin. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de violation. Il y aura violation s'il est établi, d'accord, que ces derniers ont été envoyés par le Bénin. Maintenant, l'autre aspect qu'on peut voir, c'est parce que finalement, la personne qui aurait été enlevée a été remise en fait entre les mains des autorités judiciaires béninoises. Comment pouvoir faire le lien, comment ne pas pouvoir faire le lien entre ceux qui ont été supposés enlever monsieur Steve Amoussou, comment ne pas faire le lien entre l'appareil judiciaire béninois et ceux qui ont été enlevés parce qu'il y a eu transmission en fait ou bien transfert de ce truc. Alors que cette opération normalement là, ça se fait entre pays des deux États. Normalement en fait, ce que nous observons ou ce que nous avons dit, c'est les autorités judiciaires togolais qui prennent en fait frère Rumvi ou Steve Amoussou, l'amener des fois jusqu'aux frontières, même, ou bien dans certains cas jusqu'à un niveau truc là de la partie béninoise, et en fait ça tombe dans les mains du Bénin. Mais à aucun moment il n'est permis à un État, d'accord, sans l'accord de l'autre État, de venir opérer en fait sur le sol de notre État. Vous savez, nous avons, comment dire, nous avons, il y a quelques jours, dans l'affaire Pipeline, nous avions eu un cas, ce n'est pas forcément le cas, mais c'est en fait exactement un peu pareil. C'est-à-dire, comment dire, les cadres nigériens qui se sont retrouvés sur la plateforme du Pipeline sans y être autorisés, et donc jusqu'à ce que ça a abouti à un procès. Heureusement, ils ont été, non pas relaxés, mais condamnés avec sursis. Mais le Bénin a tenu à marquer d'une certaine façon, comment dire, la reconnaissance de son territoire, de ce que toute l'hégémonie qu'il a sur son territoire
en ne cédant pas à aucune violation, quel que soit en fait d'où il viendra. Donc c'est ce que le Togo a fait aussi dans le dossier c'est ce que le Steve Togo a Amosso. fait. Donc si en fait il n'y a pas eu une collaboration antérieure et que ça a été fait tel que nous l'avons entendu jusque-là, le Togo est en droit d'une certaine façon de dénoncer en fait cette violation qui a été faite et ce qui lui est admis de faire, de le faire, laisse faire, c'est-à-dire mettre en branle d'une certaine façon en fait son droit interne pour voir poursuivre ceux qui ont été impliqués. Maintenant, à côté de ça, comme je disais, il peut mettre en branle en même temps aussi en fait comment dire, la procédure diplomatique dont je parlais tantôt, s'il a été établi, d'accord, que véritablement c'était en fait comment dire, un commandement en fait des autorités béninoises, quel que soit en fait le degré de responsabilité. À partir de ce moment-là, il sera établi que le Bénin, c'est le Bénin qui a été agi de manière illégale en territoire étranger. Il y a violation du droit international à ce moment-là et les mécanismes pourront être mis en branle. Mais bon, ça finit, comme je disais tantôt, par voie diplomatique parce que nous avons beaucoup de mécanismes internes en fait d'arbitrage en cette matière-là pour pouvoir mieux éclairer et résolver en fait ces situations. Parlant justement de voie diplomatique, et on va sortir par là au niveau de ces échanges, est-ce qu'on s'achemine ainsi vers une bataille diplomatique entre les deux États, peut-être une réponse du berger à la bergère au plan diplomatique et même au plan judiciaire, parce qu'on a eu le communiqué de Lomé, on pourrait avoir droit à un communiqué de la partie béninoise dans le courant de la journée ou de cette semaine. Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers deux types de batailles, au plan judiciaire et au plan diplomatique? C'est ce que nous n'aurions pas espéré. C'est ce que nous n'aurions pas espéré. C'est pourquoi je continue de croire, d'accord, que tout ce qui est dit jusque-là n'est pas forcément ça, et que c'est en l'absence en fait d'une position officielle ou d'une déclaration officielle des autorités béninoises que nous continuons à conjecturer. C'est pourquoi j'ai bon espoir que très vite les doutes seront dissipés et levés. Qui devrait réagir dans ce cas au communiqué du procureur de Lomé? Selon vous, vous êtes juriste, au niveau de la partie béninoise, quelle est l'autorité habilitée à répondre au communiqué du procureur de Lomé en l'espèce? Déjà, premièrement, c'est deux autorités, et notamment en voyant l'implication de l'un de ceux qui ont été, je l'ai dit tantôt, c'est d'abord peut-être les autorités judiciaires. Et je pense que les autorités judiciaires devraient, puisque c'est une affaire judiciaire, et il n'aurait pas été indiqué, par exemple, comme on le voit, que le porte-parole de la présidence, Louis-Philippe Lambedi, vient de se prononcer. Parce que ça, comment dire, il y a l'inculpé déjà entre les mains de tout là. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une affaire purement judiciaire. Donc, il revenait en fait au procureur de la spéciale près la Criette de monter au créneau pour nous situer depuis avant que peut-être l'interpellation togolaise ne vienne maintenant. Maintenant, voilà que nous avons le communiqué togolais. Donc, ça peut être toujours le paquet spécial de la Criette, comme ça peut être en fait de l'exécutif à partir du moment où un cadre de haut niveau de l'appareil gouvernemental a été indexé dans une pareille affaire. Et donc, dans l'un ou l'autre des cas, comme je disais tantôt, aujourd'hui, ça devient presque non plus simplement une affaire judiciaire, mais une affaire peut-être qui, comment dire, au niveau de l'exécutif. Donc, l'exécutif gagnerait, comme nous le disions tantôt, dans les heures où les juges, je dirais même dans les heures qui suivent, en fait, situer l'opinion par rapport à cette actualité-là. Sinon, au-delà, sinon, en fait, c'est quoi, comme vous le dites, comment dire, les relations diplomatiques se trouveront davantage viciées. Vous le savez que c'était déjà en léthargie depuis un bon moment, au lendemain, comment dire, ou à la veille, depuis la veille des dernières élections présidentielles, à la sortie du chef de l'État qui a semblé voir en fait un soutien du chef d'État de la sous-région d'une certaine façon par rapport à des gens ou bien à des compatriotes qui auraient peut-être l'intention de faire des actes de subversion d'une certaine façon. Et donc il y a tout ça là donc qui fait que l'atmosphère était quelque peu déjà pas les plus
les plus tendres entre les parties. Donc, ceci vient en ajouter. Et je me demande, est-ce que ce n'est pas tout ça qui a fait que si ce qu'on reproche en fait au Bénin c'était établi, est-ce que ce n'est pas pour ça que les gens ont procédé de la sorte? Ou bien carrément, c'est peut-être une faute procédurale, une faute des personnes à qui on n'a rien demandé, d'accord, mais qui ont cru devoir aller commettre ces actes. Parce que vous savez, il y a aussi, il faut le remarquer, nous avons fait le débat là, il y a quelques années sur la loi sur le renseignement et de toutes les prérogatives qu'on a accordées au système, au mécanisme de renseignement. Beaucoup ont vu que bon, ça échappe quelque peu au droit commun et que ça pourrait à un moment donné nuire en termes d'information, en termes de renseignement, en termes de données à caractère personnel et tout. Donc, certaines façons, si c'est la mise en œuvre en fait peut-être des renseignements béninois, ça crée encore une autre classe. Donc, ça peut être soit formellement établi que c'est le Bénin qui agit tel qu'il a agi et donc on verra la suite à donner à ça, cela va se régler dans les formes diplomatiques qui conviendra. Maintenant, ça peut être aussi que c'est simplement en fait peut-être la trop grande hardiesse d'une certaine façon de personnes à qui on n'a rien demandé d'une certaine façon et qui veulent rendre d'une manière ou d'une autre service et qui ont agi en fait en méconnaissance complètement des lois, notamment en fait en matière de droit international. Ça peut poser problème. Donc, peut-être les éléments d'information qui viendront nous permettront davantage de situer les responsabilités. Mais il est urgent véritablement, il faut le dire, que en fait nous ayons en fait le son de cloche de la partie togolaise, de la partie béninoise, pour que véritablement nous puissions nous orienter dans les conjectures que nous sommes en train d'attendre actuellement. Sinon, ça va trop laisser libre cours à supputation, à tout et n'importe quoi. Merci beaucoup à vous, Julio Tometti. Vous êtes juriste, analyste politique. Avec vous, on a analysé de façon spéciale dans ce numéro du décryptage de ce lundi le communiqué qui est venu du parquet togolais sur l'affaire de l'interpellation de monsieur Steve Amonsou. On attend vivement une réaction officielle de la partie béninoise pour nous situer comme notre invité l'a dit sur ce dossier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce fut de réel plaisir. On se retrouve demain dans un autre numéro du décryptage, toujours avec le même plaisir. À demain.